J'étais au travail quand j'ai reçu l'appel, maman. Mon beau-père m'a frappé parce que le repas était trop salé. Mon mari a tout vu et n'a rien dit. Mon sang se glaça. 20 minutes plus tard, je frappais à sa porte. Quand son beau-père a ouvert la porte et a vu ce que j'apportais avec moi. Maman, mon beau-père m'a frappé. Ces mots que ma fille Clara m'a dit au téléphone m'ont transpercé le cœur comme une lame. J'étais au travail, en train de vérifier des documents de l'entreprise, quand j'ai vu son nom sur l'écran. Il était midi. Clara ne m'appelait jamais à cette heure-là. Ma fille, que s'est-il passé? Silence. Puis sa voix brisée. Maman, mon beau-père m'a frappé parce que le repas était trop salé. Mon mari a tout vu et n'a rien dit. Mon sang se glaça. Où es-tu? Chez eux, maman. Je suis enfermé dans la salle de bain. J'ai peur. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Je m'appelle Ariadna Ugald. J'ai 55 ans. J'ai travaillé toute ma vie comme comptable dans une entreprise textile ici, à Mexico. J'ai élevé Clara seule après m'être séparé de son père quand elle avait 12 ans. Il était policier, un homme bon, mais la vie nous a menés sur des chemins différents. Clara a toujours été calme, obéissante, affectueuse. Quand elle a rencontré Edson il y a 3 ans, j'ai voulu croire qu'elle avait trouvé un homme bien. Il venait d'une famille traditionnelle du Nord. Son père était dur, sec, de ces hommes qui ne sourient jamais. Mais Edson semblait différent. Je me suis trompé. 20 minutes après cet appel, j'étais dans ma voiture, conduisant comme une folle vers leur maison, mais je n'étais pas seul. J'ai appelé Roberto, le père de Clara. Je lui ai tout raconté en 30 secondes. Ne dis rien de plus, Ariadna. J'arrive. Nous nous sommes retrouvés à 2 pâtés de maison de chez eux. Roberto portait son uniforme, moi, je portais autre chose. Quand nous sommes arrivés devant la porte, mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. J'ai sonné, des pas lourds, la porte s'est ouverte. C'était lui, le beau-père de Clara, le père d'Edson, un homme grand, aux bras épais, avec un regard froid qui m'a transpercé. « Qu'est-ce que vous voulez » dit-il avec mépris. Je n'ai rien dit, j'ai seulement levé ce que je tenais à la main. Et quand il a vu ce que c'était, son visage a changé. Tout a changé. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ce jour-là devant cette porte, il faut que vous compreniez comment nous en sommes arrivés là, car Clara n'a pas toujours été cette femme effrayée, enfermée dans une salle de bain, terrorisée par son propre beau-père. Il fut un temps où ma fille était libre. Je me souviens quand Clara avait 23 ans. Elle venait de terminer ses études pour devenir institutrice de maternelle. Tous les dimanches, elle venait manger à la maison. Je préparais du mol, du riz rouge, des haricots frais. Elle arrivait les mains pleines de dessins que ses élèves lui avaient faits. « Regarde, maman, ce petit m'a dessiné avec des ailes. Il dit que je suis un ange. » Elle riait. Elle avait un rire pur, sincère. Elle s'asseyait à la table de la cuisine, buvait un café à la cannelle et me racontait ses projets. Elle voulait ouvrir sa propre petite école un jour, elle voulait voyager, elle voulait être heureuse. Je la regardais là, avec le soleil de l'après-midi qui entrait par la fenêtre, illuminant son visage, et je pensais, j'ai réussi. Je l'ai élevée seule, mais j'ai réussi. Clara ne m'a jamais posé de problème, n'est jamais sortie faire la fête jusqu'à tard, ne m'a jamais menti, ne m'a jamais manqué de respect. C'était une fille noble, peut-être trop noble. Quand son père et moi nous sommes séparés, elle avait 12 ans. C'était difficile. Roberto travaillait beaucoup, n'était presque jamais à la maison. Je me sentais seul. Il se sentait incompris. Il n'y a pas eu de cris, pas de coups, pas d'autres femmes ni d'autres hommes, seulement le silence. Un jour, il est parti. Je suis resté avec Clara, mais Roberto n'a jamais cessé d'être son père. Il passait la prendre le samedi, l'emmenait au parc, au cinéma, manger des tacos al pastor à un stand qu'ils adoraient. Clara l'adorait et lui aussi. Avec les années, Roberto et moi avons appris à être amis. Nous n'étions plus un couple, mais nous étions des parents, et ce lien ne se brise jamais. Clara a grandi en voyant cela, une séparation digne, sans haine, sans vengeance. C'est peut-être pour ça que, lorsqu'elle a rencontré Edson, elle a cru que tous les hommes étaient comme son père, bons au fond, capables de changer. Elle s'est trompée. Edson est apparu dans sa vie il y a 3 ans.
Clara travaillait dans une école maternelle du quartier de la Colonia del Val. Il était comptable dans une entreprise de construction. Ils se sont rencontrés à l'anniversaire d'une amie commune. La première fois que Clara m'a parlé de lui, j'ai remarqué quelque chose dans sa voix, quelque chose de différent. Maman, j'ai rencontré quelqu'un. Ah oui. Et comment est-il? Il est sérieux, travailleur. Il dit qu'il veut fonder une famille. Ça m'a plu. De nos jours, trouver un homme qui parle de famille est rare. Quand je l'ai rencontré, Edson m'a paru poli. Il est arrivé chez moi avec des fleurs, m'a serré la main, m'a appelé Madame Ariadna avec respect. Il était grand, mince, le teint mat, avec des yeux marrons et un sourire timide. Nous avons parlé pendant des heures. Il m'a raconté qu'il venait de Monterrey, que sa famille était traditionnelle, que son père avait été militaire et avait maintenant un commerce de pièces détachées. Il m'a dit qu'il admirait les femmes travailleuses comme moi. Que élever une fille seule était quelque chose qu'il respectait profondément. J'ai voulu le croire, mais quelque chose m'a dérangé ce jour-là, quelque chose de petit, presque invisible. Quand Clara est allée à la cuisine chercher plus de café, Edson m'a regardé et a dit « Madame Ariadna, je viens d'une famille où l'homme pourvoit aux besoins et la femme s'occupe du foyer, mais je comprends que Clara travaille. » C'est bien pour l'instant, pour l'instant. Ces deux derniers mots sont restés gravés dans ma mémoire, mais Clara était amoureuse et je voulais la voir heureuse. Ils se sont mariés 1 an plus tard. C'était un mariage simple, dans un jardin au sud de la ville. Clara portait une robe blanche en dentelle, simple mais magnifique. Roberto l'a accompagnée à l'hôtel. J'ai pleuré. Edson a promis de l'aimer, de prendre soin d'elle, de la respecter. Je l'ai cru. Les premiers mois furent bons. Clara venait souvent à la maison. Elle me racontait qu'Edson était attentionné, qu'ils cuisinaient ensemble, qu'ils se promenaient le dimanche. Elle semblait heureuse, mais peu à peu, les visites se sont raréfiées. Maman, c'est qu'Edson veut qu'on passe plus de temps avec sa famille. Ah, bien sûr, ma chérie, c'est normal. Puis elle a cessé de venir le dimanche. Maman, c'est que mon beau-père nous invite à manger tous les dimanches. Il dit que c'est une tradition familiale. Je comprends, ma chérie, mais tu me manques, hein? Elle riait, mais ce n'était plus le même rire. Et puis un jour, j'ai remarqué quelque chose sur son visage, une ombre, une fatigue qui ne venait pas du travail. Clara, ça va? Oui, maman, je suis juste fatiguée. Mais ses yeux disaient autre chose. J'ai voulu en savoir plus, j'ai voulu insister, mais je ne l'ai pas fait. Et ce fut ma première erreur, car lorsqu'une mère sent que quelque chose ne va pas avec sa fille, elle doit agir, elle doit poser des questions, elle doit briser le silence. Je ne l'ai pas fait. Et cette omission, ce silence de ma part a failli tout coûter à Clara. Maintenant, debout devant cette porte, avec Roberto à mes côtés et cet objet dans ma main, j'ai compris quelque chose. Parfois, l'amour d'une mère ne suffit pas à être là. Il faut être présent, il faut agir. Et ce jour-là, j'allais agir. La première fois que quelque chose n'allait pas, c'était 6 mois après le mariage. Je ne l'ai pas vu à ce moment-là. Personne ne l'a vu. Mais maintenant, avec le recul, je comprends que tout a commencé là. C'était un samedi après-midi. Clara est arrivée chez moi sans prévenir. C'était déjà étrange. Depuis qu'elle était mariée, elle prévenait toujours avant de venir. C'est qu'Edson veut savoir où je suis, me disait-elle. Je pensais que c'était de l'affection, de l'attention. Ce n'était pas de l'affection. Ce samedi-là, Clara a frappé à la porte avec les mains tremblantes. Elle avait les yeux rouges, comme si elle avait pleuré. Mais quand je lui ai demandé si ça allait, elle a souri. Oui, maman. Je suis juste venue te voir. Je l'ai prise dans mes bras. Elle sentait le savon à la lavande, la maison propre, ce mélange de chlore et d'adoucissant qu'elle utilisait toujours, mais elle sentait aussi la peur. Je ne sais pas comment l'expliquer. Les mères sentent la peur chez leurs enfants. Nous nous sommes assises dans le salon. Je lui ai servi un jus d'hibiscus. Elle a pris le verre à 2 mains, comme si elle avait besoin de s'accrocher à quelque chose. « Comment va Edson ?» ai-je demandé. « Bien, il travaille beaucoup. »« Et ton beau-père ?» Elle est restée silencieuse juste 1 seconde, mais cette seconde a suffi. « Il va bien aussi. Il est exigeant, mais il est comme ça, exigeant. »
Ce mot aurait dû m'alerter, mais je n'ai pas voulu voir. Clara est restée tout l'après-midi avec moi. Nous avons regardé un vieux film, de ceux que nous regardions ensemble quand elle était enfant. Nous avons mangé du pop-corn avec du piment, nous avons ri. Pendant un moment, j'ai senti que tout allait bien, mais quand elle est partie, avant de monter dans sa voiture, elle s'est retournée et m'a dit, « Maman, si un jour j'ai besoin de rester quelques jours avec toi, je peux ?» Mon cœur s'est arrêté. Bien sûr que oui, ma fille. C'est toujours ta maison ici. Pourquoi tu demandes ça? Pour rien, je voulais juste savoir. Elle est partie. Je suis resté sur le pas de la porte, la regardant s'éloigner avec une boule dans l'estomac qui n'est pas partie de toute la nuit. J'aurais dû appeler Roberto. J'aurais dû aller chez elle le lendemain. J'aurais dû lui demander ce qui se passait. Je ne l'ai pas fait parce que Clara m'avait dit que tout allait bien et je voulais la croire. Les semaines ont passé. Clara ne venait plus. Elle ne m'appelait même plus le dimanche. Je la contactais, mais elle avait toujours une excuse. Maman, désolé, c'est que mon beau-père nous a invités à manger. Maman, je ne peux pas, je dois nettoyer la maison. Maman, Edson veut qu'on aille voir sa tante. Toujours quelqu'un d'autre, toujours une autre priorité. Et moi, bêtement, je pensais. Bon, c'est normal, elle vient de se marier, elle construit sa vie. Mais un après-midi, alors que j'étais au supermarché, j'ai vu Clara. Elle était dans le rayon des légumes, en train de choisir des tomates. Elle portait un long pull à manches longues, alors qu'il faisait chaud. Elle avait les cheveux attachés en une queue de cheval basse. Elle paraissait plus mince. « Clara » ai-je crié, excité. Elle s'est retournée. Son visage s'est illuminé une seconde, mais ensuite j'ai vu quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait à de la panique. « Maman, quelle surprise !» Je me suis approché, je l'ai prise dans mes bras. Elle s'est raidie. « Comment vas-tu, ma chérie ? Ça fait des semaines que je n'ai pas de nouvelles. »« Pardon, maman, j'ai été occupée. »« Occupée à quoi ? Tu ne m'appelles même plus. »« C'est que, tu sais, la maison, le travail. » Edson. Je l'ai bien regardée. Elle avait des cernes profonds, la peau de son visage était pâle. Et quand elle s'est déplacée pour prendre des oignons, son pull a un peu remonté. J'ai vu un bleu sur son poignet. « Clara, qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle a rapidement baissé sa manche. « Rien, maman. » Je me suis cogné contre la portière de la voiture. « Contre la portière de la voiture ? » Oui, tu sais comme je suis distraite. Elle a souri. Mais ce sourire n'a pas atteint ses yeux. J'ai voulu insister. J'ai voulu la prendre par le bras, l'emmener chez moi, l'asseoir à la table de la cuisine et lui dire « Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Mais à ce moment-là, son téléphone a sonné. Elle l'a sorti de sa poche. J'ai vu le nom sur l'écran, Edson. Son visage a changé. D'un coup, toute la lumière s'est éteinte. « Pardon, maman, je dois répondre. » Elle s'est éloignée de quelques pas. Je suis resté là, faisant semblant d'examiner les avocats, mais en écoutant. « Oui, j'arrive. »« Non, je n'ai pas tardé. J'achète ce que tu m'as demandé. »« Oui, ton père est déjà arrivé. »« Je sais. »« J'arrive, Edson. »« J'arrive. » Elle a raccroché. Elle est revenue vers moi. Elle ne souriait plus. « Maman, je dois y aller. Edson m'attend. »« Si vite ? On n'a même pas discuté. »« Je sais. »« Pardon. C'est que mon beau-père est arrivé en avance et je dois préparer le dîner. »« Ton beau-père vit avec vous ? » ?»« Non, maman, mais il mange avec nous presque tous les jours. »« Tu sais, Edson est son fils unique et depuis que sa femme est morte, eh bien, il est seul. » Quelque chose s'est serré dans ma poitrine. « Et ça te va ? » ?»« Bien sûr, maman. C'est normal, c'est son père. » Ce n'était pas normal, mais je n'ai rien dit. Clara m'a fait un bisou rapide sur la joue, a pris son chariot et est partie presque en courant. Je suis resté là, au milieu du supermarché, les mains vides et le cœur serré. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai appelé Roberto. « Roberto, il faut qu'on parle de Clara. »« Qu'est-ce qui s'est passé ? » ?»« Je ne sais pas, mais quelque chose ne va pas. »« Elle t'a dit quelque chose ? »
Non, mais je l'ai vue aujourd'hui. Elle a un bleu au poignet et elle est très mince et nerveuse. Et tu crois qu'Edson la frappe? Je ne sais pas. Elle dit que non. Mais Ariadna, si tu suspectes quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose. Je sais, mais je ne peux pas l'accuser sans preuve. Et si je me trompe? Et si Clara se fâche contre moi? Roberto a soupiré. D'accord, mais je vais lui parler, seul à seul. Merci, Roberto. J'ai raccroché, mais Roberto n'a pas pu lui parler parce qu'à chaque fois qu'il essayait de la voir, Clara avait une excuse. Elle était occupée, elle était fatiguée. Edson ne pouvait pas ce jour-là. Son beau-père avait besoin de quelque chose, toujours quelque chose. Et moi, de loin, je voyais ma fille s'éteindre. Peu à peu, comme une bougie que quelqu'un souffle doucement, constamment, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de lumière. 3 mois de plus sont passés. Clara a eu 26 ans. Je lui ai préparé un dîner chez moi. J'ai invité Roberto, j'ai invité ses amis, j'ai invité Edson. Edson est arrivé en retard. Il est arrivé sérieux. Il s'est assis à table sans sourire, sans parler à personne. Clara était à côté de lui, silencieuse, tendue, comme si elle attendait une explosion. J'ai essayé de rendre la soirée agréable. J'ai préparé son plat préféré. Enchilada verte au poulet, riz blanc, haricots frits. J'ai mis de la musique, j'ai sorti le gâteau, mais la tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Quand nous avons chanté « Joyeux anniversaire », Clara a essayé de sourire, mais ses yeux étaient pleins de larmes. Après le dîner, Edson s'est levé. On y va. Mon père nous attend. Ton père, ai-je demandé. Mais c'est l'anniversaire de Clara. Je sais, mais il veut la voir aussi. C'est sa belle-fille. Clara s'est levée sans rien dire. Elle m'a fait un câlin rapide. Merci, maman. C'était magnifique, ma chérie. Pourquoi tu ne restes pas un peu plus longtemps? Tes amis viennent d'arriver. Je ne peux pas, maman. Edson a raison. Son père nous attend. Ils sont partis. Je suis resté là, à regarder la porte se fermer, avec le gâteau à moitié entamé et les bougies encore allumées. Roberto s'est approché de moi. Ariadna. Cet homme ne va pas bien. Je sais. Et Clara non plus. Je sais. Il faut qu'on fasse quelque chose. Mais quoi, Roberto? Qu'est-ce qu'on fait si elle ne nous laisse pas l'aider? Il n'avait pas de réponse, personne n'en avait. Et pendant ce temps, ma fille se perdait. Et moi, sa mère, je ne savais pas comment la sauver. Jusqu'à ce jour. Ce jour où elle m'a appelé, la voix brisée, en me disant « Maman, mon beau-père m'a frappé », et j'ai compris qu'il n'y avait plus de temps pour les doutes. Le moment d'agir était venu. Après cet anniversaire, quelque chose a changé en moi. Je ne pouvais plus continuer à prétendre que tout allait bien. Je ne pouvais plus attendre que Clara me dise la vérité, car les mots d'une fille qui souffre n'arrivent pas toujours. Parfois, le silence crie plus fort. J'ai décidé d'aller lui rendre visite sans prévenir. C'était un mardi après-midi. Je suis parti tôt du travail, j'ai inventé une excuse à mon chef et j'ai conduit jusqu'à la maison où Clara vivait avec Edson. C'était une petite maison dans un quartier tranquille au nord de la ville. Rien de luxueux mais joli. Il y avait un petit jardin devant avec des bougainvilliers violets. Quand je suis arrivé, la voiture d'Edson n'était pas là. Ça m'a donné du courage. J'ai frappé à la porte, j'ai attendu. Personne n'a ouvert. J'ai frappé de nouveau. Clara. C'est moi, maman. J'ai entendu des pas lents, comme si quelqu'un hésitait à ouvrir ou non. La porte s'est entr'ouverte. Clara a passé la tête. Elle avait les cheveux lâchés, en désordre. Elle portait un vieux t-shirt et un pantalon de survêtement. Elle avait l'air fatiguée, très fatiguée. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te voir. Je peux entrer? Elle a regardé derrière elle, à l'intérieur de la maison, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. Edson n'est pas là. Ai-je dit, j'ai vu que sa voiture n'y était pas. Elle a pris une grande inspiration. Elle a ouvert la porte un peu plus. Entre. Je suis entré. La maison sentait le chlore, le propre. Trop propre.
Comme si quelqu'un avait passé des heures à frotter. Le salon était impeccable, les coussins du canapé parfaitement arrangés, la table basse sans une trace de poussière, tout à sa place, tout parfait. Trop parfait. Tu veux un café? A demandé Clara. Oui, ma chérie. Merci. Nous sommes allés à la cuisine et là, j'ai vu quelque chose qui m'a brisé le cœur. Sur le mur, à côté de la cuisinière, il y avait une liste écrite à la main avec une écriture d'homme. Il était écrit, règle de la maison. Le repas doit être prêt à 19h pile. La maison doit être propre avant que j'arrive. Ne pas recevoir de visite sans prévenir. Ne pas sortir sans permission. Respecter mon père comme si c'était le tien. Je suis resté glacé. Clara. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a continué à préparer le café sans se retourner. Ce sont les règles d'Edson. Les règles d'Edson. Oui. Il dit qu'une maison fonctionne mieux quand il y a de l'ordre. Et tu es d'accord avec ça? Elle est restée silencieuse, a servi le café dans 2 tasses, m'en a tendu une, s'est assise en face de moi à la table de la cuisine. Maman, je sais que tu ne comprends pas, mais c'est comme ça que fonctionne sa famille. Son père a élevé Edson comme ça et Edson veut que notre maison soit pareille. Et toi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Elle a baissé les yeux. Je veux que mon mariage fonctionne. Mais est-ce un mariage, Clara, ou une prison? Elle a levé le visage. Ses yeux étaient pleins de larmes. Ne dis pas ça, maman. Ma fille, ces règles, ce n'est pas normal, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Ce n'est pas du contrôle, c'est de la discipline. Edson dit que les femmes d'aujourd'hui ne savent plus être des épouses, qu'elles ne savent plus s'occuper d'un foyer, que sa mère était différente, elle connaissait sa place. Sa place. Clara, écoute-toi. Depuis quand tu parles comme ça? Depuis que j'ai compris que si je veux que ça marche, je dois m'adapter. T'adapter ou t'annuler. Elle s'est levée. Elle tremblait. Maman, je te remercie d'être venue, mais je n'ai pas besoin que tu me dises comment vivre ma vie. J'ai choisi d'épouser Edson. J'ai choisi ça. Tu as choisi ça. Ou t'ont-ils convaincu que c'est ce qu'il fallait faire? Ça suffit, maman. Son cri m'a coupé le souffle. Clara ne m'avait jamais crié dessus, jamais. Elle a couvert sa bouche avec ses mains, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait de faire. Les larmes ont commencé à couler. Pardon, maman, pardon. Je ne voulais pas. Je me suis levé, je l'ai prise dans mes bras. Elle s'est effondrée contre moi. Elle a pleuré comme je ne l'avais pas vue pleurer depuis qu'elle était enfant. Je suis si fatigué, maman, si fatigué. Je sais, ma chérie, je sais. Edson n'était pas comme ça avant. Je te le jure. Quand on s'est connus, il était différent, il était doux, il était attentionné, mais après notre mariage, il a changé. Ou peut-être que je ne l'ai jamais vraiment connu. Il t'a frappé. Elle s'est détachée de moi, a essuyé ses larmes. Non, pas lui. Il ne m'a jamais levé la main dessus. Alors, qui? Silence. Clara. Qui? Elle a fermé les yeux. Son père. Le monde s'est arrêté. Quoi? Son père. Il me crie dessus. Il me dit que je suis une incapable, que je ne sais pas cuisiner, que je ne sais pas nettoyer, que je ne suis pas digne d'être la femme de son fils. Et parfois il me pousse, ou me tire par le bras, ou me jette des choses. Et Edson ne fait rien. Il dit que son père a raison, que je dois apprendre, que sa mère en supportait plus. J'avais du mal à respirer. Clara, c'est de la violence. Non, maman, ce n'est pas de la violence. C'est juste que son père est d'une autre génération. C'est un de ces hommes durs, tu sais comment ils sont. Non, ma fille, ce n'est pas être d'une autre génération, c'est être un agresseur et ton mari est complice. Ne dis pas ça. Pourquoi le défends-tu? Parce que c'est mon mari. Et alors? Ça lui donne le droit de te laisser souffrir? Elle est restée silencieuse. Elle regardait le sol. Ses mains tremblaient. Je me suis agenouillé devant elle. J'ai pris ses mains dans les miennes. Clara, écoute-moi bien. Tu ne mérites pas ça.
Tu mérites un homme qui te défende, qui te protège, qui t'aime vraiment. Et si Edson ne peut pas faire ça, alors ce n'est pas l'homme pour toi. Mais maman, je l'aime. Je sais, ma chérie, mais l'amour ne suffit pas. L'amour sans respect n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Et la dépendance tue. Elle m'a regardé avec ses yeux pleins de douleur et, un instant, j'ai cru qu'elle allait réagir. J'ai cru qu'elle allait me dire, tu as raison, maman, sors-moi d'ici. Mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de ça, elle a essuyé ses larmes, s'est levée et a dit, maman, je te remercie de t'inquiéter pour moi, mais je vais bien, vraiment. Je traverse juste une mauvaise passe. Tous les mariages passent par là. Non, Clara, pas tous. Si, maman. Toi et papa, vous avez eu des problèmes aussi. Mais ton père n'a jamais laissé personne me manquer de respect et je ne l'ai jamais laissé me contrôler. Eh bien, c'est peut-être pour ça que vous vous êtes séparés. Ces mots m'ont fait plus mal que je ne l'aurais cru. Clara l'a remarqué. Son visage a changé. Pardon, maman, je ne voulais pas dire ça. Je suis confuse, je suis fatiguée, mais je te promets que je vais bien. Oui. Je te le promets. Je ne l'ai pas cru, mais je ne pouvais pas la forcer à partir. Je ne pouvais pas la traîner hors de cette maison parce que Clara n'était plus une enfant, c'était une adulte et les décisions lui appartenaient, même si ces décisions la tuaient à petit feu. Je lui ai dit au revoir, je l'ai serrée fort dans mes bras, je lui ai dit que si jamais elle avait besoin d'aide, elle n'avait qu'à m'appeler, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Elle a hoché la tête. Elle m'a dit que oui, qu'elle le ferait. Mais je savais qu'elle ne le ferait pas parce que Clara était déjà piégée et, le pire de tout, c'est qu'elle ne le voyait pas ou, peut-être qu'elle le voyait, mais qu'elle avait décidé de se taire, de se soumettre, de supporter, comme tant de femmes, comme sa grand-mère, comme son arrière-grand-mère, comme des générations de femmes qui ont appris que la souffrance en silence était une vertu. Mais je n'allais pas laisser ma fille suivre ce chemin. Je suis sorti de cette maison le cœur brisé, mais aussi avec autre chose, une certitude. Si Clara ne pouvait pas se sauver elle-même, alors je le ferais pour elle. J'ai appelé Roberto le soir même. Il faut que tu sois sur tes gardes. Si Clara m'appelle, si elle me dit que quelque chose s'est passé, il faut que tu sois prêt à agir. Que penses-tu qu'il va se passer? Je ne sais pas, mais quelque chose va se passer. Et quand ça arrivera, je n'hésiterai pas. J'irai la chercher et je la sortirai de là. Et si Edson résiste, alors nous nous occuperons d'Edson et de son père. Il y a eu un silence. Si son père s'en mêle, Roberto, tu devras faire ton travail. Compris? J'ai raccroché et j'ai attendu. J'ai attendu des semaines, des mois, l'estomac noué, la peur me rongeant de l'intérieur, me demandant si j'exagérais, si j'étais une mère surprotectrice, si Clara était vraiment en danger ou si j'imaginais juste des choses. Jusqu'à ce qu'un jour, alors que j'étais au travail, mon téléphone a sonné et j'ai entendu la voix de ma fille, brisée, terrifiée, me disant « Maman, mon beau-père m'a frappé, et tout a explosé. » Parfois, nous faisons trop confiance à ceux qui ne le méritent pas. As-tu aussi été déçu par quelqu'un que tu aimais? Raconte-moi ton histoire dans les commentaires. Je veux te lire. Les mois qui ont suivi cette visite ont été les plus difficiles de ma vie. Je continuais à travailler, à vivre ma routine. Mais une partie de moi était toujours en alerte, toujours dans l'attente, comme un animal qui presse l'orage avant que ne tombe la première goutte. Clara m'appelait de temps en temps, toujours des conversations brèves, toujours avec cette voix contrôlée, mesurée, comme si quelqu'un écoutait de l'autre côté. Allô, maman. Comment vas-tu? Bien, ma chérie. Et toi? Bien aussi. J'appelais juste pour te saluer. Tu es sûre? Tout va bien? Oui, maman, tout va bien. Je dois te laisser. Je t'aime. Et elle raccrochait. Je restais avec le téléphone à la main, sentant que quelque chose n'allait pas, mais sans pouvoir rien faire. Roberto me disait d'être patiente, que Clara devait s'en rendre compte par elle-même, que si nous la pressions, elle s'éloignerait encore plus. Peut-être avait-il raison, mais la patience fait mal. Elle fait mal comme un couteau lent qui vous transperce la poitrine chaque jour. Un après-midi, alors que j'étais au marché en train d'acheter des légumes pour la semaine, j'ai vu quelqu'un que je connaissais. C'était Lupita, une voisine du quartier où vivait Clara. Je la connaissais parce qu'une fois, en allant voir ma fille, elle arrosait son jardin et nous nous étions salués.
Madame Ariadna, n'est-ce pas, m'a-t-elle dit. Oui, Lupita. Oui. Quel plaisir de vous voir. Comment va Clara? La question m'a prise par surprise. Bien. Pourquoi? Lupita a baissé la voix, a regardé autour d'elle comme si elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre entende. C'est que je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais j'ai remarqué des choses. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Quel genre de choses? Eh bien, parfois j'entends des cris de la maison de Clara, des cris d'hommes, très forts. Et une fois j'ai vu le beau-père de Clara sortir de la maison en claquant la porte. Il avait l'air furieux et après, j'ai vu Clara à la fenêtre. Elle pleurait. J'ai fermé les yeux, j'ai pris une grande inspiration. C'était quand? Il y a environ 1 mois. J'ai voulu aller frapper à la porte, mais mon mari m'a dit de ne pas m'en mêler, que c'était des affaires de famille. Et vous avez vu Clara récemment? Oui, mais elle ne sort presque plus. Avant, je la voyais se promener ou aller travailler. Maintenant, je la vois à peine. Et quand je la vois, elle est toujours pressée, comme si elle ne voulait parler à personne. Et Edson? Il part tôt et rentre tard, mais son père, ce monsieur, il y va presque tous les jours, parfois il reste jusqu'au soir et Clara est seule avec lui. Oui. Enfin, jusqu'à ce qu'Edson arrive. Mes mains tremblaient. Lupita, si vous entendez encore des cris, vous pouvez m'appeler? Je lui ai donné mon numéro de téléphone. S'il vous plaît, c'est ma fille. Elle a hoché la tête. Bien sûr, madame. J'ai une fille aussi. Je comprends. Nous nous sommes dit au revoir. Je suis sorti du marché sans rien acheter. Je suis monté dans la voiture et j'ai pleuré. J'ai pleuré de rage, d'impuissance, de peur, parce que maintenant, ce n'était plus seulement des soupçons. Maintenant, il y avait des témoins, il y avait des cris, il y avait des larmes. Et moi, sa mère, je ne pouvais rien faire. Ou peut-être que si. Peut-être que je pouvais faire quelque chose que j'avais évité. J'ai appelé Roberto. Je veux que tu fasses des recherches sur le beau-père de Clara, le père d'Edson. Je veux savoir qui il est, ce qu'il a fait, s'il a des antécédents. Tu crois qu'il a des antécédents? Je ne sais pas, mais un homme qui traite une femme comme ça, qui lui crie dessus, qui la pousse, cet homme n'a pas appris ça de nulle part. Quelqu'un lui a appris ou il a toujours été comme ça. D'accord, laisse-moi voir ce que je peux trouver. Comment s'appelle-t-il? Rodolfo. Rodolfo Martinez. Il était militaire, maintenant il a un commerce de pièces détachées dans le Nord. Parfait, je t'appelle dans quelques jours. Roberto était policier, il avait des contacts, il savait comment chercher des informations. 3 jours plus tard, il m'a appelé. Ariadna, j'ai trouvé quelque chose. Quoi? Rodolfo Martinez a un casier. Il y a 15 ans, sa femme, la mère d'Edson, a porté plainte pour violence domestique. Mon sang s'est glacé. Quoi? Oui, mais elle l'a retiré quelques jours plus tard. Selon le rapport, elle a dit que c'était un malentendu, qu'il traversait des problèmes conjugaux, que tout était résolu. Et après? Après, rien, plus de plaintes. Mais selon certains voisins de l'époque, les cris s'entendaient souvent et elle, l'épouse, a cessé de sortir de la maison. Elle est devenue très silencieuse, très soumise. Et comment est-elle morte? Officiellement d'un cancer il y a 8 ans. Mais certains disent que le cancer n'est pas la seule chose qui l'a tuée, qu'elle était très mince, très faible, comme si elle avait arrêté de manger, comme si elle avait abandonné. J'ai senti que l'air me manquait. Roberto, cet homme a tué sa femme, pas avec un coup, mais il l'a tuée. Il l'a éteinte petit à petit. Je sais. Et maintenant, il fait la même chose avec Clara. Et Edson. Edson a grandi en voyant ça, en voyant son père crier, en voyant sa mère se soumettre. Il a appris que c'est comme ça qu'un mariage fonctionne, que l'homme commande et la femme obéit. Et maintenant, il répète le schéma. Je dois sortir Clara de là. Mais elle ne veut pas partir. Alors je vais faire en sorte qu'elle le veuille. Comment? Je ne sais pas, mais je vais faire quelque chose. J'ai raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté éveillé à regarder le plafond, pensant à Clara, pensant à cette maison, pensant à cet homme,
Rodolfo, entrant tous les jours, criant, poussant, détruisant peu à peu l'âme de ma fille et pensant à Edson, à l'homme que j'avais cru bon, à l'homme qui avait promis d'aimer Clara et qui maintenant, lâchement, laissait son père la traiter comme une ordure. J'ai décidé de faire quelque chose de risqué. Le lendemain, je suis parti tôt du travail. J'ai conduit jusqu'à la maison de Clara. Je savais qu'Edson ne serait pas là. Je savais qu'il n'y aurait que Clara et Rodolfo. Et c'était exactement ce que je voulais. Je suis arrivé à 15 heures, j'ai sonné, personne n'a ouvert. J'ai sonné de nouveau, j'ai attendu. Finalement, la porte s'est ouverte. C'était Rodolfo, grand, les épaules larges, le visage dur, le regard froid. « Qu'est-ce que vous voulez » m'a-t-il dit. Avec ce ton qu'utilisent les hommes qui croient que les femmes ne méritent pas de respect. « Je viens voir ma fille. » « Elle n'est pas là. »« Si, elle est là. Sa voiture est là. » J'ai montré la voiture de Clara garée devant la maison. Rodolfo a serré la mâchoire. J'ai dit qu'elle n'est pas là. Et moi, je dis que je veux la voir. Nous nous sommes regardés fixement. C'était un duel silencieux, un duel de volonté. Je n'allais pas reculer. Après quelques secondes, il s'est écarté. Entrez, mais ne tardez pas. J'ai des choses à faire. Je suis entré. La maison était dans la pénombre, les rideaux tirés, l'air lourd. Clara, ai-je crié. Pas de réponse. Clara est dans la cuisine, dit Rodolfo en croisant les bras. Je suis allé à la cuisine et là, il y avait ma fille, dos à moi, devant la cuisinière, en train de cuisiner. Clara. Elle s'est retournée et ce que j'ai vu m'a anéanti. Elle avait le visage enflé, les yeux rouges et sur la joue gauche, une marque rouge récente. Maman, a-t-elle murmuré. Rodolfo est apparu derrière moi. Votre fille est très maladroite. Elle s'est cognée contre le placard. Je l'ai regardée avec haine. Elle s'est cognée contre le placard où vous l'avez frappée? Son visage n'a pas changé. Il n'a montré aucune surprise, aucune culpabilité, seulement du mépris. Madame, je vous recommande de partir. Vous n'avez rien à faire ici. J'ai tout à faire ici. C'est ma fille. Et c'est la femme de mon fils. Et tant qu'elle vivra dans cette maison, j'ai le droit de la corriger quand elle se trompe. La corriger, c'est comme ça que vous appelez ça? Frapper une femme, c'est la corriger? Si elle ne sait pas cuisiner, elle doit apprendre. Ma femme a appris et Clara apprendra aussi. Clara s'est mise à pleurer. Monsieur Rodolfo, s'il vous plaît, arrêtez. Tais-toi, lui a-t-il crié. Et j'ai explosé. Je me suis approché de lui. Petite, oui, mais furieuse. Ne lui criez plus jamais dessus. Ne levez plus jamais la main sur elle, parce que si vous le faites, je vous le ferai regretter. Il a ri. Un rire froid, moqueur. Vous? Que allez-vous faire, vous? Une femme seule, une divorcée. Je suis divorcé, mais je ne suis pas seul. Et si vous touchez encore à un cheveu de ma fille, vous saurez ce qu'est l'enfer. Vous me menacez? Non, je vous préviens. Nous nous sommes regardés. Cette fois, c'est lui qui a détourné le regard le premier. Partez avant que j'appelle la police. Appelez-la. Le père de Clara est policier. Je serais ravi qu'il vienne. Ça l'a déstabilisé. Juste une seconde, mais c'était suffisant. Clara, on s'en va, ai-je dit. Vous ne pouvez pas l'emmener, a dit Rodolfo. Elle est majeure, elle peut partir quand elle veut, n'est-ce pas, Clara? Clara m'a regardé. Il y avait tant de peur dans ses yeux, tant de douleur, tant de confusion. Maman, je ne peux pas, Edson va se fâcher. Qu'il se fâche. Tu ne peux pas rester ici. Mais c'est mon mari. Et tu es ma fille. Et je ne laisserai personne te faire du mal. Ni son père, ni lui, ni personne. Clara a pleuré plus fort. Maman, je ne sais pas quoi faire. Moi, si. Fais-moi confiance. Rodolfo a fait un pas vers nous. Si vous l'emmenez, Edson ira la chercher et ça ne se passera pas bien. Qu'il vienne. Je l'attendrai. J'ai pris la main de Clara. Elle a tremblé, mais ne l'a pas lâchée. Allons-y, ma chérie. Nous sommes sortis de cette maison.
Rodolfo ne nous a pas arrêtés, mais son regard était de la haine pure. J'ai fait monter Clara dans ma voiture. Elle pleurait sans arrêt. Maman, qu'est-ce que je vais faire? Edson va me tuer. Non, Clara, personne ne va te tuer. Je te le promets. J'ai conduit jusqu'à chez moi. Clara n'a pas arrêté de pleurer de tout le trajet. Quand nous sommes arrivés, je l'ai assise dans le salon, je lui ai préparé une tisane à la camomille, je l'ai prise dans mes bras. Tout va bien se passer, ma chérie, je te le promets. Mais au fond de moi, je savais que ça ne faisait que commencer, car les hommes comme Rodolfo ne laissent pas partir leurs victimes si facilement et les hommes comme Edson, élevés dans la violence, non plus. Ce soir-là, j'ai appelé Roberto. Il faut que tu viennes. Clara est avec moi et je crois qu'Edson va venir. J'arrive. Et nous avons attendu. Pendant que je raconte tout ça, je pense à l'endroit où tu m'écoutes. Écris le nom de ta ville dans les commentaires. Clara a passé toute la nuit chez moi. Elle n'a pas beaucoup parlé, elle ne faisait que pleurer. Elle se serrait dans ses bras. Elle tremblait à chaque bruit dans la rue. Je me suis assise à côté d'elle, sur le canapé du salon, et je n'ai pas bougé. Je l'ai prise dans mes bras. Je lui ai caressé les cheveux comme quand elle était enfant et faisait des cauchemars. C'est passé, ma chérie. C'est passé. Mais ce n'était pas passé, ça ne faisait que commencer. Roberto est arrivé à 21h. Il portait encore son uniforme. Quand il a vu Clara, son visage a changé. Ses yeux se sont remplis de larmes. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ma petite? Clara s'est levée et a couru dans ses bras. Elle a pleuré sur sa poitrine comme je ne l'avais pas vue pleurer depuis des années. Papa, pardon. Pardon de ne pas te l'avoir dit avant. Tu n'as pas à demander pardon, Clara. Rien de tout ça n'est de ta faute. Roberto m'a regardé par-dessus la tête de Clara. Ses yeux disaient la même chose que les miens. Ça ne pouvait plus continuer. Nous nous sommes assis tous les trois dans le salon. J'ai préparé du café. Clara l'a bu lentement, les mains tremblantes. Clara, a dit Roberto d'une voix douce. Il faut que tu me racontes tout depuis le début. Sans peur, sans honte, tout. Clara a baissé les yeux. Je ne sais pas par où commencer. Commence par le début. Quand est-ce que tout ça a commencé? Elle a pris une profonde inspiration. Je crois que ça a commencé avant même qu'on se marie, mais je ne m'en suis pas rendu compte. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand Edson et moi étions fiancés, il était très attentionné, mais aussi très jaloux. Si je sortais avec mes amis, il m'appelait toutes les demi-heures. Si je ne répondais pas vite, il se fâchait. Il disait que je ne l'aimais pas, que si je l'aimais vraiment, je serais toujours disponible pour lui. Roberto et moi nous sommes regardés. Je pensais que c'était parce qu'il m'aimait beaucoup, a continué Clara, que la jalousie était une preuve d'amour, mais maintenant je comprends que non, que c'était une preuve de contrôle. Et son père, ai-je demandé. Quand as-tu rencontré son père? Je l'ai rencontré un mois après avoir commencé à sortir avec Edson. Nous sommes allés à Monterrey. Rodolfo, le père d'Edson, m'a reçu chez lui, mais il n'a pas été aimable. Il m'a regardé de haut en bas, comme s'il m'évaluait, puis il a dit à Edson devant moi, elle est jolie, mais j'espère qu'elle sait cuisiner, parce qu'une femme qui ne sait pas cuisiner ne sert à rien comme épouse. Et qu'a dit Edson? Il a ri. Il a dit, ne t'inquiète pas, papa. Si elle ne sait pas, tu lui apprendras. Clara a soupiré. Je me suis senti mal à l'aise, mais j'ai pensé que c'était juste sa façon d'être, qu'il était d'une autre génération, qu'avec le temps il m'accepterait. Et il t'a accepté, a demandé Roberto. Non, il ne m'a jamais accepté. Dès le jour du mariage, il a commencé à me critiquer. Il disait que ma robe était trop simple, que la nourriture de la fête n'était pas bonne, que j'avais invité beaucoup de gens de mon côté et peu du sien. Tout ce que je faisais était mal. Et Edson te défendait? Clara a secoué la tête. Non, il disait juste, mon père a raison, tu dois t'améliorer. J'ai senti la rage monter en moi. Après le mariage, a continué Clara, Rodolfo a commencé à venir chez nous tous les jours. Au début, il venait juste pour dîner. Edson disait que son père était seul, que depuis la mort de sa mère, il n'avait personne, que c'était notre devoir de prendre soin de lui.
prendre soin de lui, ai-je dit, ou le laisser vous contrôler? Je ne le voyais pas comme ça, maman. Je pensais que j'étais une bonne belle-fille, une bonne épouse, mais rien de ce que je faisais n'était suffisant. Si je cuisinais du poulet, il disait qu'il voulait de la viande. Si je cuisinais de la viande, il disait qu'elle était dure. Si la maison était propre, il trouvait de la poussière quelque part. Si je souriais, il disait que j'étais une idiote. Si j'étais sérieuse, il disait que j'étais une aigrie. Les larmes ont recommencé à couler. Et Edson lui donnait toujours raison, toujours. Il disait que son père voulait seulement m'aider, que si j'écoutais ses conseils, je serais une meilleure épouse. Et quand les coups ont-ils commencé, a demandé Roberto, la voix tendue. Clara a fermé les yeux. Il y a 6 mois. Je cuisinais. J'avais fait une soupe de légumes. Rodolfo est arrivé, a goûté la soupe et a dit qu'elle était horrible, qu'on aurait dit de l'eau sale. Je lui ai dit que j'étais désolé, que j'allais la refaire. Mais il s'est levé, a pris l'assiette et l'a jetée contre le mur. Les morceaux de verre se sont éparpillés sur le sol, et puis il m'a attrapé par le bras et m'a tiré vers lui. Mon cœur battait si fort que ça me faisait mal. Il m'a dit, tu es une incapable. Ma femme cuisinait 1000 fois mieux que toi. Je ne sais pas ce que mon fils a trouvé à une femme aussi médiocre. J'ai commencé à pleurer. Je lui ai dit que j'étais désolé, que j'allais m'améliorer, mais il m'a serré le bras si fort qu'il m'a laissé des bleus et puis il m'a poussé. Je suis tombé, je me suis cogné la hanche contre la table. Roberto s'est levé, il était furieux. Et où était Edson? Dans le salon, en train de regarder la télévision. Et il n'a rien fait? Il est entré dans la cuisine, a vu son père me crier dessus, m'a vu par terre et a seulement dit, « Clara, lève-toi, nettoie ce désordre. Et la prochaine fois, cuisine quelque chose de décent. » Le silence qui a suivi était lourd, si lourd que je pouvais à peine respirer. C'était le premier coup, a dit Clara, mais pas le seul. À partir de ce jour, Rodolfo a commencé à être plus agressif, il me poussait, me tirait les cheveux, me pinçait et toujours avec Edson là, voyant tout et ne disant rien. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé avant » a demandé Roberto, la voix brisée. « Parce que j'avais honte, papa. Parce que je pensais que c'était de ma faute, que si j'étais une meilleure épouse, une meilleure cuisinière, une meilleure femme, rien de tout ça n'arriverait. »« Clara, écoute-moi bien, » a dit Roberto en s'agenouillant devant elle. « Rien de tout ça n'est de ta faute. Rien. Cet homme est un agresseur et ton mari est un lâche. Et ils méritent tous les deux d'aller en prison. Mais papa, je l'aime. J'aime Edson. Aimer quelqu'un qui te laisse souffrir, ce n'est pas de l'amour, ma chérie, c'est de la peur. » Clara a couvert son visage avec ses mains. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment m'en sortir. Je me suis approché d'elle. J'ai pris ses mains dans les miennes. Tu en es déjà sortie, Clara. Tu es ici avec nous. Tu es en sécurité. Mais Edson va venir. Il va me forcer à rentrer. Qu'il vienne, a dit Roberto. Je serai là et il ne t'emmènera nulle part. Et s'il amène son père? S'il amène son père, c'est encore mieux, parce que je l'arrêterai pour agression. Mais papa, je n'ai pas de preuves. Je ne suis pas allé chez le médecin. Je n'ai pas pris de photos des bleus. Les preuves sont sur ton corps et il y a aussi ton témoignage. C'est suffisant. Clara a secoué la tête. Ça ne suffira pas, Rodolfo a de l'argent, il a des contacts, il peut payer des avocats, il peut dire que je mens, que je suis folle. Alors, nous allons nous assurer qu'il ne puisse pas le faire, ai-je dit. Ils m'ont regardé tous les deux. Comment, a demandé Roberto. Demain, nous irons avec Clara au ministère public. Nous allons déposer une plainte formelle contre Rodolfo pour violence, contre Edson pour complicité. Maman, je ne peux pas. Si, tu peux, et tu vas le faire parce que si tu ne le fais pas maintenant, ça va continuer et un jour, cet homme ira trop loin et il te tuera. Clara est restée silencieuse. Elle savait que j'avais raison. D'accord, a-t-elle dit finalement. Je vais le faire. Roberto a hoché la tête. Bien, je t'accompagnerai et je m'assurerai que cette plainte soit prise au sérieux. Nous nous sommes serrés dans les bras tous les trois. C'était une longue étreinte, une étreinte de famille brisée mais unie, de famille qui se bat, qui résiste.
Mais ce soir-là, autre chose s'est produit. À 23 heures, on a frappé à la porte. Nous sommes restés tous les trois figés. C'est lui, a murmuré Clara. Roberto s'est levé. Il s'est approché de la porte. Qui est-ce, a-t-il demandé sans ouvrir. C'est Edson. Je suis venu chercher ma femme. Elle n'est pas ici. Je sais qu'elle est là. Sa mère l'a emmenée. Je veux lui parler. Il n'y a rien à dire. Va-t'en. Je ne pars pas sans Clara. La voix d'Edson semblait désespérée, furieuse. Roberto a ouvert la porte. Juste un peu, assez pour qu'Edson voie son uniforme. Je t'ai dit de partir. Si tu ne pars pas, je t'arrête pour trouble à l'ordre public. Tu me menaces? Non, je te préviens. Clara est ici de son plein gré et elle ne partira pas avec toi. C'est ma femme, elle doit venir avec moi. C'est une personne, pas ta propriété. Edson a essayé de pousser la porte. Roberto l'a retenu. Fais un pas de plus et je te passe les menottes. Edson est resté immobile. Il respirait fort. Il avait les yeux rouges, comme s'il avait pleuré ou bu, ou les deux. Clara, a-t-il crié. Clara, sors. Il faut qu'on parle. Clara s'est levée du canapé. J'ai essayé de la retenir, mais elle m'a fait un signe de la main. Elle s'est approchée de la porte. Roberto s'est écarté. Edson, a dit Clara d'une voix ferme. Je ne reviendrai pas, quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ta mère t'a dit? Elle te met des idées dans la tête? Personne ne m'a rien mis dans la tête. J'ai vu la vérité. Quelle vérité? Que ton père m'a frappé et que tu l'as laissé faire. Mon père ne faisait que t'éduquer. Non. A crié Clara. Ton père me maltraite et tu es complice. Edson est resté silencieux. Pour la première fois, il n'avait pas de réponse. Je t'ai aimé, Edson. Je t'ai vraiment aimé. Mais je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Je ne peux plus continuer à prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Clara, s'il te plaît, parlons. Réglons ça. Il n'y a rien à régler. Demain, je vais au ministère public. Je vais porter plainte contre ton père et, si nécessaire, contre toi aussi. Le visage d'Edson a changé. De la supplication à la fureur. Tu vas porter plainte contre moi? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Qu'est-ce que tu as fait pour moi, Edson? Me laisser souffrir? Laisser ton père m'humilier? C'est ça que tu as fait pour moi? Je t'ai donné un foyer, je t'ai donné mon nom, je t'ai donné. Tu ne m'as rien donné, tu m'as seulement pris. Tu m'as pris ma dignité, ma paix, mon bonheur. Edson a fait un pas en arrière comme si les mots de Clara étaient des coups. Tu vas le regretter, a-t-il dit d'une voix froide. Vous allez le regretter tous les deux. Roberto s'est placé devant lui. C'est une menace? Non, c'est une promesse, parce que mon père ne va pas se taire et moi non plus. Il a tourné les talons et est parti. Il est monté dans sa voiture et est parti à toute vitesse. Roberto a fermé la porte. Il m'a regardé. Ce n'est pas fini. Je sais. Cet homme va revenir et il amènera probablement son père. Je sais. Et quand ils reviendront, ça va être moche. Je sais, Roberto, mais ça m'est égal parce que cette fois, je ne les laisserai pas faire de mal à ma fille. Clara nous a serrés dans ses bras tous les deux. Merci. Merci de ne pas m'avoir laissé seul. Tu ne seras jamais seule, ma chérie, ai-je dit, jamais. Cette nuit-là, nous avons dormi tous les trois dans le salon, Roberto sur le fauteuil, Clara et moi sur le canapé-lit. Je n'ai pas pu dormir. Je suis resté éveillé à regarder la porte, attendant qu'on frappe de nouveau, mais personne n'a frappé. Et ça m'a fait encore plus peur, parce que les hommes comme Rodolfo et Edson n'abandonnent pas facilement, et quand ils reviennent avec tout. Le jour suivant s'est levé avec un ciel gris, des nuages denses, comme si même le temps savait ce qui allait arriver. Clara s'est réveillée tôt. Elle avait des cernes profonds, elle n'avait pas bien dormi. Aucun de nous d'ailleurs. J'ai préparé du café, j'ai fait des œufs brouillés avec des haricots, j'ai mis la table, j'ai essayé de faire en sorte que tout paraisse normal, mais rien n'était normal. Roberto est arrivé à 8 heures du matin.
Il ne portait plus son uniforme, mais des vêtements décontractés, un jean, une chemise blanche, une veste sombre. « Prête ?» a-t-il demandé à Clara. Elle a hoché la tête, mais ses mains tremblaient. « Je serai avec toi tout le temps », ai-je dit en prenant sa main. « Tu n'es pas seule. »« Je sais, maman, mais j'ai peur. » C'est normal d'avoir peur, mais la peur ne peut pas t'arrêter. Tu as déjà fait le pas le plus difficile. Maintenant, tu dois juste continuer. Nous sommes sortis de la maison, nous sommes montés dans la voiture de Roberto. Je me suis assise à l'arrière avec Clara. Elle se cramponnait à ma main comme à une bouée de sauvetage. Pendant le trajet, personne n'a beaucoup parlé, seulement le bruit du moteur, le bruit de la ville, les klaxons, la vie qui suivait son cours, indifférente à notre douleur. Nous sommes arrivés au ministère public à 9h30. C'était un bâtiment gris, froid, plein de gens qui attendaient, des gens au visage fatigué, des gens qui en avaient trop vu, des gens comme nous. Roberto connaissait certains des agents. Il nous a aidés à éviter une partie de la file d'attente. Il nous a conduits à un petit bureau où une femme d'une quarantaine d'années, avec des lunettes et les cheveux attachés, nous attendait. « Bonjour. Je suis Maître Méné, agent du ministère public. Je crois comprendre que vous venez déposer une plainte pour violence. » Clara a hoché la tête. « Oui. Très bien. J'ai besoin que vous me racontiez tout, en détail et calmement. » « D'accord ?» Clara a pris une profonde inspiration et a commencé à parler. Elle a tout raconté depuis le début, la jalousie d'Edson quand ils étaient fiancés, les critiques de Rodolfo, le premier coup, la soupe jetée, les bleus, la peur constante. Maître Méné prenait des notes. Son visage ne montrait aucune émotion, mais ses yeux disaient qu'elle avait entendu cette histoire 1000 fois, avec 1000 visages différents, mais toujours la même histoire. Avez-vous des preuves physiques, des photos des bleus, des rapports médicaux? Clara a secoué la tête. Non, j'avais peur qu'Edson l'apprenne. Il y a des témoins. Une voisine, Lupita. Elle a entendu des cris. Roberto est intervenu. Je peux obtenir son témoignage. Parfait. Ça aide, a dit l'avocate. Et l'agresseur principal est le beau-père, Rodolfo Martinez. Oui. Et votre mari, Edson Martinez. Vous a-t-il aussi agressé physiquement? Clara a hésité. Pas directement, mais il l'a permis. Il a vu son père me frapper et n'a rien fait. C'est comme s'il me frappait aussi. L'avocate a hoché la tête. Ça s'appelle la complicité et c'est aussi un délit. Je vais les inclure tous les deux dans la plainte. Que va-t-il se passer maintenant, ai-je demandé. Nous allons émettre une convocation pour Rodolfo Martinez. Il devra venir témoigner. S'il y a suffisamment de preuves, il sera arrêté. Quant à Edson, il devra également témoigner et, en fonction de son témoignage, il pourrait être accusé de non-assistance à personne en danger. Et Clara est protégée? Nous allons émettre une ordonnance de restriction. Ni Rodolfo ni Edson ne peuvent s'approcher de Clara. S'ils le font, ils seront arrêtés immédiatement. Clara s'est mise à pleurer. Et s'ils ne respectent pas l'ordonnance? C'est pour ça que votre père est là, a dit l'avocate en regardant Roberto. Il peut vous protéger et nous aussi. Mais vous devez être forte, Clara. Ça ne fait que commencer. Clara a signé la plainte. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine tenir le stylo. Mais elle l'a fait. Elle a signé. Nous sommes sortis du ministère public avec une copie de la plainte, avec l'ordonnance de restriction, avec un papier qui disait que Clara était protégée. Mais les papiers n'arrêtent pas les balles, n'arrêtent pas les coups, n'arrêtent pas les hommes pleins de rage, et je le savais. Nous sommes retournés chez moi. Clara est restée dans sa chambre, l'ancienne chambre où elle a grandi, où elle était enfant, où elle était heureuse. J'ai préparé le repas, j'ai essayé de m'occuper, mais mes mains tremblaient. Mon esprit n'arrêtait pas d'imaginer ce que Rodolfo et Edson feraient quand ils recevraient la notification. À 15h, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu, « Allô ?» Silence. « Allô ?» ai-je répété. Et puis une voix qui m'a glacé le sang. « Madame Ariadna, c'est Rodolfo. » J'ai fermé les yeux. J'ai pris une profonde inspiration. « Que voulez-vous ? » Je veux que vous me rendiez Clara.
Clara n'est pas à moi pour que je vous la rende. Elle a décidé de partir et de porter plainte. Cette plainte n'ira nulle part. J'ai des avocats. J'ai des contacts. Je peux la faire disparaître. Faites-le. Mais Clara ne retournera pas avec vous ni avec votre fils. Vous ne comprenez pas, madame. Vous êtes en train de détruire une famille. Vous mettez des idées dans la tête de Clara. Vous faites souffrir mon fils. Votre fils souffre. Et Clara? Qu'en est-il de la souffrance que vous lui avez causée? Je ne faisais que l'éduquer, lui apprendre à être une bonne épouse, comme ma femme l'a été. Votre femme est morte triste et seule. Je ne veux pas ça pour ma fille. Il y a eu un long silence, tendu. Vous allez le regretter, a-t-il dit finalement. On me l'a déjà dit, mais ça m'est égal. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. J'ai appelé Roberto. Rodolfo m'a appelé. Il m'a menacé. Qu'a-t-il dit? Que j'allais le regretter, qu'il a des avocats, qu'il peut faire disparaître la plainte. Il ne peut pas, elle est déjà enregistrée, elle est dans le système. Il peut engager qui il veut, mais ça ne disparaîtra pas. Mais Roberto, cet homme est dangereux. Je sais. C'est pourquoi je vais rester là avec vous. Je ne laisserai rien vous arriver. Merci. J'ai raccroché. Clara est descendue de sa chambre. Elle avait les yeux rouges. Qui a appelé? Je n'ai pas voulu lui mentir. Rodolfo. Son visage est devenu pâle. Qu'a-t-il dit? Rien d'important, juste des menaces en l'air. Maman, il ne fait pas de menaces en l'air. S'il a dit quelque chose, il le fera. C'est pour ça que ton père va être là et c'est pour ça que nous n'allons pas sortir de la maison jusqu'à ce que ce soit résolu. Clara a hoché la tête, mais je savais qu'elle avait peur. Très peur. Ce soir-là, Roberto est arrivé avec une valise, il s'est installé dans la chambre d'amis, a posé son pistolet de service sur la table de chevet, juste au cas où. Nous avons dîné en silence. Soupe de légumes, pain, rien d'élaboré, juste de quoi remplir l'estomac. À 22 heures, Clara est allée se coucher. Je suis resté dans le salon avec Roberto. Tu crois qu'Edson viendra, ai-je demandé. Je ne sais pas, mais s'il vient, il ne sera pas seul. Tu crois qu'il amènera Rodolfo? C'est possible. Et qu'est-ce qu'on fait? On appelle la police. Je peux les arrêter pour violation de l'ordonnance de restriction. Et s'ils arrivent avant la police? Roberto m'a regardé. Alors je les arrête. Roberto, je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Il ne m'arrivera rien, mais je ne laisserai rien arriver à Clara ou à toi non plus. Je me suis levé, je l'ai pris dans mes bras. Merci pour tout. Tu n'as pas à me remercier. C'est ma fille et je la protégerai toujours. Je suis allé me coucher, mais je n'ai pas pu. Je suis resté allongé à regarder le plafond, à écouter chaque bruit, chaque voiture qui passait, chaque chien qui aboyait. Et puis, à 2 heures du matin, je l'ai entendu. Un moteur s'est arrêté devant chez moi. Je me suis levé, je suis allé à la fenêtre, j'ai regardé à travers le rideau. C'était la voiture d'Edson et il n'était pas seul. Rodolfo était avec lui. Mon cœur s'est mis à battre si vite que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. Ils sont descendus de la voiture. Edson tenait quelque chose dans la main. Je n'ai pas pu voir ce que c'était. Rodolfo marchait d'un pas lourd, avec détermination. J'ai couru dans la chambre de Roberto. Roberto, ils sont là. Il s'est levé immédiatement, a pris son pistolet, et est allé à la fenêtre. Merde, a-t-il murmuré. Qu'est-ce qu'on fait? Reste avec Clara. Je sors. Non, Roberto, ne sors pas, appelons la police. Je les ai déjà appelés, mais ils vont mettre du temps et je ne peux pas les laisser s'approcher de la maison. Il est sorti. J'ai couru dans la chambre de Clara. Elle était réveillée, tremblante. Qu'est-ce qui se passe, maman? Ils sont là. Edson et Rodolfo. Non, non, non. Elle a commencé à pleurer. Qu'est-ce qu'ils veulent? Je ne sais pas, mais ton père est dehors. Il ne les laissera pas entrer. Nous nous sommes serrés dans les bras. Nous avons entendu des voix dehors, des cris. Clara, sors, il faut qu'on parle. C'était la voix d'Edson.
Je ne sortirai pas, a crié Clara depuis la fenêtre. Va-t'en. Je ne pars pas sans toi. Elle ne sortira pas, a crié Roberto. Et si vous ne partez pas, je vous arrête. Vous n'avez aucune autorité ici, a crié Rodolfo. C'est une affaire de famille. Ça a cessé d'être une affaire de famille quand vous avez posé vos mains sur elle. Il y a eu une bousculade, des cris, puis un son que je n'oublierai jamais. Un coup de feu. Clara a crié. J'ai crié. Nous avons couru à la fenêtre. Roberto était par terre, en sang. Je me demande encore si j'ai bien fait. Et toi, qu'aurais-tu fait à ma place? Tout s'est passé au ralenti. J'ai vu Roberto par terre. J'ai vu le sang. J'ai vu Edson avec un pistolet à la main, tremblant, les yeux exorbités, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait de faire. J'ai vu Rodolfo, immobile, le visage dur, sans rien montrer, comme si c'était ce à quoi il s'attendait, comme si ça faisait partie du plan. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, mon corps a bougé tout seul. Je suis sorti de la maison, j'ai couru vers Roberto. Clara a crié derrière moi, mais je ne me suis pas arrêté. Je me suis agenouillé à côté de lui. Il était conscient. Il respirait avec difficulté. Le sang sortait de son épaule gauche. Roberto, Roberto, regarde-moi. Ça va, a-t-il murmuré. C'est juste l'épaule. J'ai enlevé ma robe de chambre, je l'ai pressée contre la blessure. Il a grimacé de douleur. Tiens bon, l'ambulance arrive. J'ai levé les yeux. Edson était toujours là, debout, le pistolet pendant à sa main, paralysé, en état de choc. Rodolfo a fait un pas vers nous. C'était de la légitime défense, a-t-il dit d'une voix froide. Il nous a menacés. Il a sorti son arme. Mon fils n'a fait que se défendre. Mensonge, ai-je crié. C'est vous qui êtes venu ici. Vous avez violé l'ordonnance de restriction. C'est vous qui l'avez attaqué. Il n'y a pas de témoin, a dit Rodolfo. C'est notre parole contre la vôtre. Je suis témoin. A crié Clara depuis la porte de la maison. J'ai tout vu. Rodolfo l'a regardé avec mépris. Personne ne croira une femme hystérique qui a dénoncé sa propre famille. Ils penseront que tu mens. Comme toujours. Clara a commencé à marcher vers nous. Elle tremblait, elle pleurait, mais elle marchait. Je ne mens pas et je dirai la vérité, même si ça me coûte tout. Edson l'a regardé. Pour la première fois depuis qu'il était sorti de la voiture, il a parlé. Clara. Je ne voulais pas. Seulement. Il allait. Il allait quoi, Edson, a dit Clara, la voix brisée mais ferme. Me protéger. C'est ce qu'il allait faire. Me protéger de ton père. Me protéger de toi. Clara, s'il te plaît, comprends. Je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Tu savais. Tu as toujours su. Tu savais quand ton père m'a crié dessus pour la première fois. Tu savais quand il m'a poussé. Tu savais quand il m'a frappé. Et tu n'as rien fait. Tu n'as jamais rien fait. Edson a laissé tomber le pistolet par terre. Il a couvert son visage avec ses mains, a commencé à sangloter. Je voulais juste que tu sois comme ma mère. Elle ne se plaignait jamais. Elle obéissait toujours. Ta mère est morte triste, Edson. Elle est morte seule, elle est morte sans amour. C'est ça que tu voulais pour moi? Il n'a pas répondu, il a seulement pleuré. Rodolfo l'a regardé avec dégoût. Tu es un lâche, a-t-il dit à son fils, comme ta mère. Et à ce moment-là, quelque chose a changé sur le visage d'Edson. Quelque chose s'est brisé. Il a levé les yeux vers son père et pour la première fois de sa vie, il lui a répondu, non, le lâche, c'est toi. Toi qui as frappé ma mère pendant des années. Toi qui l'as fait se sentir comme si elle ne valait rien, toi qui l'as tuée à petit feu. Et moi, je t'ai laissé faire la même chose avec Clara parce que j'ai appris de toi, parce que je pensais que c'était comme ça qu'on traitait une épouse. Rodolfo l'a giflé. Tais-toi. Edson n'a pas bougé, il l'a seulement regardé avec des larmes aux yeux. Non, je ne me tairai plus. Je ne t'obéirai plus. Je ne serai plus comme toi. Les sirènes ont commencé à retentir au loin. Rodolfo a regardé vers la rue.
Son visage a changé. Pour la première fois, j'ai vu de la peur dans ses yeux. On s'en va, a-t-il dit à Edson. Non, a dit Edson. Je reste. Quoi? Je reste. Je vais affronter ce que j'ai fait. Je vais dire la vérité. Si tu dis la vérité, tu iras en prison. Je sais et je le mérite. Rodolfo l'a attrapé par le bras. Ne sois pas stupide. On peut encore arranger ça. Edson s'est dégagé. Il n'y a plus rien à arranger. Les voitures de police sont arrivées. 3 voitures, 6 policiers sont descendus, armes au poing. Au sol, tous au sol. Rodolfo a levé les mains. Edson s'est agenouillé. Les policiers leur ont passé les menottes. L'ambulance est arrivée 2 minutes plus tard. Les ambulanciers ont examiné Roberto. Ils ont dit que la balle avait traversé l'épaule, qu'il avait perdu du sang, mais qu'il s'en sortirait. Ils l'ont mis dans l'ambulance. J'ai voulu l'accompagner, mais Clara m'a attrapé par la main. Maman, reste avec moi, s'il te plaît. Je suis resté. Les policiers nous ont interrogés. Moi, Clara, les voisins qui étaient sortis en entendant le coup de feu. Rodolfo n'a rien dit, il regardait juste le sol, la mâchoire serrée. Edson, en revanche, a parlé. Il a tout dit, que son père avait abusé de Clara, qu'il l'avait permis, que cette nuit-là, ils étaient venus l'emmener de force, que Roberto avait essayé de les arrêter, que son père lui avait donné le pistolet, que lui, dans un moment de peur et de rage, avait tiré. Je ne voulais pas le tuer, a-t-il dit en pleurant. Je voulais juste qu'il nous laisse tranquilles. Mais mon père a dit que si je ne tirais pas, il le ferait et moi, seulement, il n'a pas pu finir, il s'est effondré. Les policiers ont emmené Rodolfo et Edson. 2 voitures de police différentes, 2 destins différents. Rodolfo serait accusé de violence domestique, de menaces et de violation d'une ordonnance de restriction. Edson serait accusé de tentative d'homicide, de complicité et de violation d'une ordonnance de restriction. Ils passeraient tous les 2 des années en prison. Clara et moi sommes restés seuls dans la rue. Il était 3 heures du matin. Le quartier était réveillé, tout le monde regardait, tout le monde chuchotait, mais ça m'était égal. J'ai pris ma fille dans mes bras. Je l'ai serrée si fort que j'ai cru qu'elle allait se briser. C'est passé, ma chérie. C'est passé. Et papa va s'en sortir, je te le promets. Nous sommes rentrés à la maison, j'ai fermé la porte, j'ai tiré les rideaux, nous nous sommes assises sur le canapé du salon. Clara n'arrêtait pas de trembler. Maman, Edson a tiré sur papa. Je sais. C'est de ma faute. Non, Clara, ce n'est pas de ta faute. Rien de tout ça n'est de ta faute. C'est la faute de Rodolfo. C'est la faute d'Edson. C'est la faute d'hommes qui ont appris que la violence, c'est le pouvoir. Mais moi, je l'aimais. Je sais, ma chérie, mais l'amour ne suffit pas. L'amour sans respect, sans dignité, sans paix. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la destruction. Clara a pleuré sur ma poitrine. Elle a pleuré comme je ne l'avais jamais vue pleurer. Elle a pleuré tout ce qu'elle avait gardé, toute la peur, toute la douleur, toute la honte. Et je l'ai laissé faire. Parce que parfois, pleurer est la seule façon de commencer à guérir. Les jours qui ont suivi ont été difficiles. Roberto est resté à l'hôpital pendant 1 semaine. La balle avait endommagé des nerfs. Il a eu besoin de chirurgie, de kinésithérapie, mais il a survécu. Quand j'ai pu lui rendre visite, je l'ai trouvé assis dans son lit, le bras en écharpe, en train de regarder la télévision. « Salut », ai-je dit. « Salut », a-t-il répondu avec un sourire fatigué. Je me suis assise à côté de lui. « Merci de nous avoir protégés. Tu n'as pas à me remercier. C'était mon devoir. C'était plus qu'un devoir. C'était de l'amour. L'amour d'un père. » Il a hoché la tête. Ses yeux se sont remplis de larmes. « Comment va Clara ? » Mieux, petit à petit. Elle va en thérapie. Elle reconstruit sa vie. Et Edson ? En détention préventive, en attente de son procès. Son avocat dit qu'il va plaider coupable, qu'il va accepter sa sentence. Et Rodolfo ? Aussi en prison, mais il continue de tout nier. Il dit qu'il est innocent, que Clara ment, que je l'ai manipulé.
Roberto a soupiré. Les hommes comme lui n'acceptent jamais leurs responsabilités. Jamais. Je sais, mais ça n'a plus d'importance, parce que Clara est libre et c'est la seule chose qui compte. Roberto a pris ma main. Tu as bien fait, Ariadna. Tu as sauvé notre fille. Non, nous l'avons sauvée ensemble. Nous sommes restés en silence. Un silence confortable, un silence de deux personnes qui, bien que n'étant plus en couple, formaient toujours une équipe. 6 mois ont passé. Rodolfo a été condamné à 8 ans de prison pour violence domestique aggravée et menaces. Edson a été condamné à 5 ans pour tentative d'homicide avec possibilité de réduction de peine pour avoir coopéré avec la justice. Clara a divorcé. La procédure a été rapide. Edson ne s'y est pas opposé. Il a tout signé sans se battre. Et petit à petit, ma fille a recommencé à sourire. Elle a recommencé à venir à la maison le dimanche. Elle a recommencé à boire du café à la cannelle avec moi. Elle a recommencé à me parler de ses projets. Je veux ouvrir cette petite école, maman, celle dont j'ai toujours rêvé. Alors, ouvre-la. Tu crois que je peux? Je sais que tu peux, parce que tu es forte, plus forte que tu ne le penses. Elle a souri. Et ce sourire était vrai, il était libre. Un jour, alors que nous étions assises à la table de la cuisine, Clara m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Maman, merci de ne pas avoir baissé les bras avec moi. Je n'aurais jamais baissé les bras, ma chérie. Tu es ma fille. Et une mère n'abandonne jamais sa fille. Mais beaucoup de mères le font. Beaucoup de femmes vivent la même chose que moi et personne ne les aide, personne ne les écoute. C'est pour ça que tu dois raconter ton histoire, Clara. Pour que d'autres femmes sachent qu'elles ne sont pas seules, qu'elles peuvent s'en sortir, qu'elles peuvent guérir. Tu crois? J'en suis sûr. Et c'est ce qu'elle a fait. Clara a commencé à donner des conférences dans des centres communautaires, à des femmes qui avaient subi des violences, à des femmes qui avaient peur de partir, à des femmes qui pensaient qu'il n'y avait pas d'espoir. Et elle leur a dit la vérité, que partir est difficile, que ça fait mal, que ça fait peur, mais que ça en vaut la peine. Parce que la vie après la violence est possible, la paix est possible, le bonheur est possible. Et moi, sa mère, j'étais là à chaque conférence, à chaque larme, à chaque sourire, parce que c'est ce que font les mères. Nous sommes là, nous protégeons, nous nous battons, même si ça nous coûte tout. 2 ans ont passé depuis cette nuit-là. 2 ans au cours desquels la vie nous a appris que la justice n'arrive pas toujours vite, mais qu'elle arrive toujours. Rodolfo a purgé sa peine au pénitencier du Nord. Selon ce que nous a raconté un avocat connaissance de Roberto, l'homme qui avait été militaire, qui avait autrefois inspiré la peur par sa seule présence, était devenu quelqu'un d'autre. En prison, personne n'avait peur de lui, personne ne le respectait. Les détenus savaient pourquoi il était là. Violence contre les femmes. Et en prison, c'est une marque qui vous poursuit, qui vous isole. Rodolfo n'était plus l'homme dur qui criait et frappait. C'était un vieil homme, courbé, qui mangeait seul, qui marchait la tête basse, que personne ne voulait près de lui. Un jour, j'ai reçu un appel. C'était de l'hôpital de la prison. Rodolfo avait eu une crise cardiaque. Ce n'était pas grave, mais pas anodin non plus. Son cœur était faible, très faible. Le médecin m'a dit que Rodolfo avait demandé à parler à quelqu'un de sa famille, à son fils, à sa belle-fille. Mais Edson a refusé. Il a dit qu'il n'avait rien à lui dire, que son père était mort pour lui le jour où il l'a forcé à tirer sur Roberto. Et Clara a également refusé, non par rage, non par haine, elle a simplement dit, je lui ai déjà pardonné, mais ça ne veut pas dire que je dois le voir. Alors Rodolfo est resté seul sur ce lit d'hôpital. Sans famille. Sans visite. Sans personne pour lui tenir la main pendant que son cœur lâchait. Il m'avait un jour traité de folle. Il m'avait un jour dit que je détruisais sa famille. Des années plus tard, j'ai appris qu'il était seul dans cet hôpital. La vie finit toujours par présenter ses factures. Je n'ai pas ressenti de joie en l'apprenant, mais pas de pitié non plus. J'ai seulement ressenti un équilibre. Parce que Rodolfo a passé ces dernières années exactement comme il a fait se sentir tant de femmes. Seul, effrayé, sans pouvoir. Edson est sorti de prison après 3 ans. Sa peine a été réduite pour bonne conduite et pour avoir coopéré avec la justice. Quand il est sorti,
il n'avait nulle part où aller. Sa maison avait été vendue pour payer les avocats. Son père était toujours en prison. Et Clara avait déjà tourné la page. Il a essayé de l'appeler 1 fois, 2 fois, 10 fois. Elle n'a jamais répondu. Jusqu'au jour où Clara a décidé de le voir. Non pas parce qu'elle voulait retourner avec lui, non pas parce qu'il lui manquait, mais parce qu'elle avait besoin de clore ce chapitre de sa vie. Ils se sont donné rendez-vous dans un café, un lieu public, neutre. J'ai voulu l'accompagner, mais Clara m'a dit, non, maman, je dois le faire seule. Je l'ai attendue dehors, assise sur un banc, regardant les gens passer, priant en silence. Une demi-heure plus tard, Clara est sortie. Ses yeux étaient rouges, mais elle ne pleurait pas. Ça va? Ai-je demandé. Oui, ça va. Que s'est-il passé? Il m'a demandé pardon. Il m'a dit qu'il avait suivi une thérapie, qu'il avait compris tout le mal qu'il m'avait fait, que s'il pouvait remonter le temps, il ferait tout différemment. Et toi, que lui as-tu dit? Je lui ai dit que je lui pardonnais, mais que pardonner ne signifie pas oublier, ni revenir, ni lui donner une autre chance. Comment a-t-il réagi? Il a pleuré. Il m'a dit qu'il comprenait, qu'il n'attendait rien de moi, qu'il voulait juste que je sache qu'il changeait, qu'il essayait d'être meilleur. Et tu l'as cru? Clara est restée pensive. Je ne sais pas, maman. Peut-être qu'il change vraiment ou peut-être qu'il a juste appris à dire les bons mots, mais ce n'est plus ma responsabilité de le savoir, ce n'est plus mon problème. Je l'ai prise dans mes bras. Je suis fier de toi, ma fille. Merci, maman, pour tout. Ce fut la dernière fois que Clara a vu Edson. Des mois plus tard, j'ai appris par une amie qu'Edson avait déménagé dans une autre ville, qu'il travaillait dans le bâtiment, qu'il vivait seul, qu'il n'avait pas de compagne, qu'il ne parlait à personne de son passé. Certains diraient que c'est triste, qu'un homme mérite une seconde chance. Et peut-être qu'il la mérite, mais pas avec la femme qui l'a blessé, pas avec la famille qui l'a détruite. Edson a perdu Clara pour toujours et ce fut sa plus grande condamnation, plus grande que la prison, plus grande que le rejet de son père. Il a perdu l'amour d'une femme bonne et ça, il ne le récupérera jamais. Roberto s'est complètement rétabli, enfin, presque complètement. Son bras gauche n'a jamais retrouvé la même force. Il a dû quitter son poste de policier de terrain et a été muté à un poste administratif. Au début, il était frustré. Il disait que la rue, l'action, se sentir utile lui manquait. Mais avec le temps, il a trouvé une autre façon d'être utile. Il a commencé à donner des conférences dans les écoles, aux jeunes, sur la violence domestique, sur comment reconnaître les signes d'abus, sur comment protéger les femmes de leur famille. Et les jeunes l'écoutaient parce que Roberto ne parlait pas comme un policier, il parlait comme un père, comme un homme qui avait vu la douleur de près, qui avait saigné pour protéger sa fille. Un jour, après l'une de ses conférences, un garçon d'environ 17 ans s'est approché de lui. « Monsieur Roberto, mon père frappe ma mère et je ne sais pas quoi faire. » Roberto s'est agenouillé devant lui, l'a regardé dans les yeux. « Si, tu sais quoi faire. Tu dois la protéger. Tu dois lui dire qu'elle n'est pas seule et tu dois chercher de l'aide. » « Mais comment? Mon père est fort. Je ne peux pas. Tu n'as pas à te battre avec lui. Tu dois juste briser le silence. Parlant à un professeur, à un oncle, à la police. Le silence est ce qui tue, la parole est ce qui sauve. Le garçon a pleuré et Roberto l'a pris dans ses bras. Ce soir-là, Roberto m'a raconté ce qui s'était passé et pendant qu'il parlait, j'ai vu des larmes dans ses yeux. Ariadna. Si j'avais parlé à Clara avant, si je lui avais posé plus de questions, si j'avais insisté. Ne te blâme pas, Roberto. Tu as fait tout ce que tu pouvais et quand Clara a eu besoin de toi, tu as été là. C'est ce qui compte. Il a hoché la tête. Mais il y a tant de Clara dehors, tant de femmes qui souffrent et personne ne fait rien. C'est pour ça que tu parles, pour ça que Clara parle, pour que ces femmes sachent qu'il y a une issue. Roberto a souri. Tu as raison. Quant à moi, ma vie a changé aussi. Après tout ce qui s'est passé, je ne pouvais pas continuer ma routine comme si de rien n'était. Je ne pouvais pas continuer à aller travailler, à vérifier des chiffres, à vivre comme si je n'avais pas vu ce que j'ai vu. J'ai démissionné de mon travail dans l'entreprise textile. Après 30 ans, mes collègues n'ont pas compris, mon chef non plus, mais moi, je comprenais.
Je comprenais que la vie est courte, que le temps est précieux et qu'il y a des choses plus importantes qu'un salaire. J'ai utilisé mes économies pour ouvrir quelque chose dont j'avais toujours rêvé. Un refuge pour les femmes victimes de violences. Ce n'était pas grand, juste une petite maison en périphérie de la ville avec 3 chambres, une cuisine, un salon. Mais c'était un endroit sûr, un endroit où des femmes comme Clara pouvaient arriver, sans argent, sans papier, sans question, juste avec leur douleur et leur espoir. Clara m'a aidé. Roberto aussi. Nous avons obtenu des dons, des bénévoles, des avocats qui travaillaient pro bono, des psychologues qui donnaient des thérapies gratuites. Et petit à petit, ce petit endroit s'est rempli de vie, de femmes qui arrivaient brisées et repartaient entières, d'enfants qui arrivaient effrayés et repartaient en jouant, d'histoires qui arrivaient en silence et repartaient à voix haute. Un jour, une femme d'une 40aine d'années est arrivée au refuge. Elle avait 2 jeunes enfants. Elle avait un œil au beurre noir, la lèvre fendue. « Je peux rester ?» a-t-elle demandé d'une voix tremblante. Bien sûr que oui, c'est ta maison maintenant. Elle a pleuré. Elle a serré ses enfants dans ses bras. Merci. Merci de ne pas m'avoir fermé la porte. Ici, nous ne fermons jamais la porte. Jamais. Ce soir-là, en préparant le dîner pour toutes les femmes du refuge, j'ai pensé à Rodolfo, à Edson, à tous les hommes qui utilisent leur force pour détruire. Et j'ai pensé à la justice, pas la justice des tribunaux, pas la justice des lois, mais la justice du karma, la justice de la vie. Rodolfo a fini seul, Edson a fini vide et nous avons fini ensemble, forte, reconstruite. C'est la plus grande justice, celle que personne ne peut vous enlever. Aujourd'hui, alors que j'écris ces mots, 5 ans ont passé depuis cette nuit-là, 5 ans depuis le coup de feu, depuis les cris, depuis la peur. 5 ans au cours desquels j'ai appris que la douleur peut se transformer en sagesse, que les blessures peuvent devenir des cicatrices qui racontent des histoires et que l'amour d'une mère est la force la plus puissante de l'univers. Clara a maintenant 31 ans. Elle a ouvert sa petite école. Elle s'appelle « Graine d'espoir ». Elle est petite, mais magnifique, pleine de couleurs, de rires, d'enfants qui courent et jouent. Elle est heureuse, complète, libre. Elle a rencontré quelqu'un, un homme bon, un enseignant comme elle, quelqu'un qui la traite avec respect, avec tendresse, avec un amour véritable. La première fois qu'elle me l'a présenté, j'étais nerveuse. J'avais peur de me tromper à nouveau, de faire à nouveau confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas. Mais quand je l'ai vu avec Clara, quand j'ai vu comment il la regardait, comment il l'écoutait, comment il la faisait rire, j'ai su que cette fois, c'était différent. Maman, je veux que tu rencontres Andrés. Andrés m'a serré la main, m'a regardé dans les yeux. C'est un honneur de vous rencontrer, Madame Ariadna. Clara m'a beaucoup parlé de vous, de tout ce que vous avez fait pour elle. Je n'ai fait que ce que n'importe quelle mère ferait. Non, pas n'importe quelle mère. Vous l'avez sauvée et c'est pour ça que je la respecterai toujours et que je prendrai toujours soin de Clara comme vous avez pris soin d'elle. Mes yeux se sont remplis de larmes. Je ne te demande qu'une chose, Andrés. Aime-la. Ne la contrôle pas, aime-la vraiment. Je vous le promets. Et il a tenu sa promesse. L'année dernière, Clara et Andrés se sont mariés. C'était un petit mariage, intime, dans un jardin rempli de fleurs blanches. Roberto l'a accompagné à l'hôtel. J'ai pleuré de bonheur, de soulagement, de gratitude, parce que cette fois, ma fille a bien choisi. Cette fois, ma fille a trouvé l'amour qu'elle méritait. Roberto continue de donner des conférences, de sauver des vies avec ses mots. Il s'est remarié aussi, avec une femme bonne, calme, qu'il aime et prend soin de lui. Lui et moi sommes toujours amis, nous formons toujours une équipe, parce que même si notre mariage n'a pas fonctionné, notre famille, si. Et c'est ce qui compte. Le refuge a grandi. Ce n'est plus seulement une petite maison. Nous avons maintenant 2 maisons, 12 chambres, une capacité d'accueil pour 20 femmes et leurs enfants. Chaque mois, de nouvelles histoires, de nouvelles larmes, de nouveaux espoirs arrivent. Et chaque mois, je vois des femmes qui arrivent brisées et repartent entières. Des femmes qui arrivent avec la peur et repartent avec le courage. Il y a quelques jours, une femme d'une 60aine d'années est arrivée au refuge. Elle avait une vieille valise, les yeux gonflés, les mains tremblantes. « Je peux rester ?» a-t-elle demandé. « Bien sûr que oui. »« Entre. » Elle est entrée, s'est assise dans le salon et a commencé à parler.
J'ai été marié pendant 40 ans. 40 ans à supporter, 40 ans à me taire. Je pensais qu'il était trop tard, qu'à mon âge, ça ne servait plus à rien de partir. Mais aujourd'hui, ma petite fille m'a dit quelque chose qui a changé ma vie. Elle m'a dit: Mamie, il n'est jamais trop tard pour être heureuse. Elle a pleuré et j'ai pleuré avec elle. Ta petite fille a raison, lui ai-je dit. Il n'est jamais trop tard. Tant que nous respirons, nous pouvons recommencer. Elle a souri. Un sourire fatigué, mais réel. Merci. Merci de m'avoir ouvert cette porte. Cette porte est toujours ouverte pour toi, pour toutes. Parfois, quand je suis seul, je pense à tout ce qui s'est passé, à Rodolfo, à Edson, à cette nuit de sang et de cris. Et je me demande si j'ai bien fait, si j'aurais pu faire les choses différemment, si j'aurais pu épargner tant de douleur à Clara. Mais ensuite je la vois. Je vois ma fille sourire, je vois ma fille libre, je vois ma fille vivante. Et je comprends que oui, que j'ai bien fait, parce qu'une mère ne peut pas empêcher ses enfants de souffrir, mais elle peut être là quand ils souffrent. Elle peut les soutenir, elle peut se battre pour eux, elle peut leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que je ferai toujours. Il y a quelque chose que j'ai appris au fil des ans, quelque chose que je veux partager avec toutes les femmes qui écoutent cette histoire. Si tu es dans une relation où l'on te crie dessus, où l'on te contrôle, où l'on te fait te sentir petite, pars. S'il te plaît, pars. N'attends pas qu'il soit trop tard. N'attends pas que les coups soient plus forts. N'attends pas que ta lumière s'éteigne complètement. Parce que tu vaux plus, bien plus. Peu importe ton âge, peu importe depuis combien de temps tu es là, peu importe combien de fois on t'a dit que tu ne pouvais pas. Si, tu peux. Et tu n'es pas seul. Il y a des femmes comme moi, comme Clara, comme toutes celles qui sont passées par le refuge. Des femmes qui te croiront, qui te soutiendront, qui t'accompagneront. Il te suffit de faire le premier pas, le plus difficile, le plus important, le pas vers la porte. Il y a quelques mois, j'ai reçu une lettre. Elle n'avait pas d'expéditeur, seulement mon nom écrit à la main sur l'enveloppe. Je l'ai ouverte. C'était d'Edson. Elle disait: Madame Ariadna, je sais que je n'ai le droit de rien vous demander. Je sais que je ne mérite pas votre pardon, ni celui de Clara, ni celui de personne. Mais je veux que vous sachiez que chaque jour, je pense à ce que j'ai fait. Chaque jour, je porte ce poids et chaque jour, j'essaie d'être meilleur. Non pas pour récupérer Clara, ça je le comprends. Je l'ai perdue pour toujours et c'est juste. Mais pour que, si un jour j'ai des enfants, je ne répète pas les erreurs de mon père. Pour que le cycle s'arrête avec moi. Merci d'avoir sauvé Clara. Merci d'avoir fait ce que je n'ai pas eu le courage de faire. Respectueusement, Edson. J'ai lu la lettre plusieurs fois. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de pardon. J'ai seulement ressenti, rien. Parce qu'Edson ne fait plus partie de nos vies. Ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il fait n'a plus d'importance. La seule chose qui compte, c'est que Clara va bien, qu'elle est vivante, qu'elle est heureuse. J'ai rangé la lettre dans un tiroir et je ne l'ai plus jamais relue. Aujourd'hui, alors que le soleil se couche derrière les montagnes, je suis assise dans le patio de ma maison. J'ai une tasse de café à la cannelle dans les mains, la même tasse que Clara utilisait quand elle était enfant. Je pense à tout le chemin parcouru, à tout ce que nous avons perdu, à tout ce que nous avons gagné. Et je comprends que la vie n'est pas parfaite, qu'elle n'a pas toujours de fins heureuses, que parfois la justice tarde, parfois la douleur dure des années, parfois les cicatrices ne s'effacent jamais. Mais je comprends aussi que la vie continue, que l'amour continue, que l'espoir continue. Et que tant qu'il y aura des femmes prêtes à se battre, à briser le silence, à ouvrir des portes, il y aura un avenir, il y aura la liberté, il y aura la paix. Si mon histoire est d'une seule femme à ouvrir les yeux, elle en aura valu la peine. Si mon histoire est d'une seule mère à agir, elle en aura valu la peine. Si mon histoire est d'une seule personne à comprendre que le véritable amour ne fait pas mal, elle en aura valu la peine. Parce que les histoires ne se racontent pas seulement pour se souvenir du passé, elles se racontent pour changer l'avenir. Et c'est mon cadeau pour toi, pour vous toutes, pour toutes les femmes qui ont besoin d'entendre que oui, c'est possible, que oui, il y a une issue, que oui, il y a une vie après la douleur. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, merci d'être là. Merci de m'avoir cru.
Et si tu traverses quelque chose de similaire, si tu connais quelqu'un qui souffre, s'il te plaît, agis. N'attends pas, n'hésite pas, n'aie pas peur. Parce que le silence tue, mais la parole sauve. Et ensemble, nous pouvons en sauver beaucoup d'autres. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché ton cœur, abonne-toi et active la cloche pour écouter plus d'histoires de femmes qui ont transformé leur douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partage cette histoire avec quelqu'un que tu aimes. Parfois, une histoire comme celle-ci peut changer toute une journée.